un plan de soutien de 32 millions d'euros dans une période, c'est vrai, qui exige beaucoup de solidarité. Alors, si vous voulez bien, écartons déjà peut-être ce qui relève d'un certain affichage. 5 millions d'euros sont provisionnés, renvoyés à une dépense ultérieure, sans qu'on sache exactement laquelle. C'est par définition une dépense hypothétique. Ceci étant, croyez bien que nous aurons nous-mêmes à faire preuve de proposition concernant ces crédits. Et puis, il y a 5 autres millions qui étaient déjà annoncés de longue date. Je veux parler de ce million dédié au patrimoine et de ces 4 millions qui, eux, sont affectés au soutien à la transition écologique en 2021. Crise sanitaire ou pas, ces montants étaient promis et, à mon sens, ne peuvent donc pas nous être vendus deux fois. Et puis, intégrer 5 millions de progression de dépenses au titre du RSA à un plan de soutien exceptionnel, alors que cette allocation est une dépense obligatoire de notre collectivité, me paraît très discutable. Enfin, il y a ces crédits déjà votés au budget primitif, maintenus simplement dans le domaine culturel notamment. Bref, je crois que les mesures nouvelles, à bien compter, avoisinent à ce stade plus volontiers les 15 millions que les 32. Ceci étant, c'est une base de discussion et nous voudrions l'enrichir. Mes collègues diront d'ailleurs de quelle manière. En tout cas, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui, à mon sens, doit être retravaillé dans la perspective de la session de juillet. C'est l'accès des collectivités à ces 5 millions d'euros de soutien au patrimoine et à la transition écologique. La rédaction du rapport est la suivante. La priorité sera donnée aux collectivités n'ayant aucune subvention en attente de versement au titre des exercices précédents ou pré-réservés. Alors évidemment, cette rédaction doit être revue parce qu'à défaut, cela reviendrait à exclure possiblement des dizaines, voire des centaines de communes et d'intercommunalités du dispositif. Et je vous pose la question, combien aujourd'hui, au regard du règlement, combien de collectivités ont des subventions en attente au titre des exercices précédents ou font l'objet d'une pré-réservation, puisqu'elles ne sont, par le rapport, définies comme non prioritaires. C'est évidemment contestable en droit et en opportunité parce que les collectivités qui se sont vues aider au titre d'un projet 2020, voire 2019, 2018 même, et qui n'auraient pas donné lieu à un solde de paiement, ces collectivités n'ont pas été davantage aidées que les autres. Elles ont pris souvent la file d'attente au guichet. C'est d'ailleurs tellement vrai que certaines communes ont été invitées à déporter leur dossier sur l'exercice 2020 parce que les crédits de 2019 venaient à manquer. Donc aujourd'hui, elles ne peuvent pas être lésées et elles doivent pouvoir être candidates sans être reléguées. Et puis, il y a aussi beaucoup d'équipes nouvelles qui s'installent, qui ont des projets, et ce ne serait pas forcément un bon signe que de leur dire qu'elles ne pourraient ne pas avoir accès à ces financements. Le plan que vous soumettez, en tout cas, a indéniablement certains mérites. Mais je crois qu'il ne peut pas être, ce plan, l'unique contribution de notre collectivité à un cycle qui est déjà bien connu de la crise. Ce matin, notre collègue Damien Abad évoquait les 3 P. Moi, je voudrais vous dire, ce cycle, à mon sens, trop connu de toute crise, c'est d'abord la négligence, et il y en a eu beaucoup à l'évidence dans la gestion de cette crise. Et puis, il y a ensuite l'émoi, c'est l'apparition des premiers cas, et puis l'effroi au pic de la pandémie, et puis un jour viendra, vous verrez, ce sera l'oubli pour clore la parenthèse. Moi, je crois qu'on ne peut pas feindre l'ignorance devant l'accumulation des diagnostics, et c'est vrai qu'avant d'être une affaire de santé, la multiplication des virus pathogènes renvoie à la question écologique. C'est l'effondrement des écosystèmes qui participent à la circulation des virus et beaucoup plus largement au dérèglement climatique. Nous en avons l'illustration en ce moment même. Ce mois de mai, on aurait eu tendance à l'oublier, a été le 10e mois consécutif avec une température normale au-dessus de la moyenne. C'est inédit et ces dernières semaines, alors on a pu se rassurer comme on l'a pu, notamment d'observer cette nouvelle transparence atmosphérique qui a d'ailleurs qui permet aux Lyonnais de mieux voir le Mont Blanc. Mais certains pays-là, en vérité, connaissent déjà aujourd'hui certaines restrictions d'usage de l'eau. Moi, je crois que ce naufrage, ça n'est que le signe avant-coureur du choc climatique qui vient.
Et je ne suis pas de ceux qui sombrent dans le défaitisme, le désespoir ou qui attendent l'apocalypse. La crise sanitaire que nous vivons, je crois qu'elle nous dit l'utilité de l'action publique, qui doit être en rupture avec la marche précédente. Je ne sais pas si, comme vous le disiez ce matin, le jour d'après aura beaucoup à voir avec le jour d'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une rupture. Et je crois que cette crise, elle remet au premier plan la priorité des moyens d'existence. L'alimentation, la santé, le logement, l'environnement, la culture. C'est-à-dire pas un sujet qui n'est étranger à notre collectivité. Ce changement de cap, il induit évidemment moins de passoires thermiques, moins d'inégalités, plus d'infrastructures du type pistes cyclables, plus de produits issus des circuits courts, et puis évidemment davantage de solidarité. En tout cas, toutes nos politiques départementales sont questionnées. Nous pouvons, et je crois que nous devons faire mieux dans des domaines à forte valeur ajoutée ou dans des domaines écologiques. C'est l'entretien de nos ressources naturelles, c'est la prise en charge du grand âge ou de la petite enfance. Moi, je crois que le département, c'est sans doute le mieux à même d'identifier les emplois utiles en lien avec les autres collectivités et en lien avec les acteurs du territoire. Bien sûr qu'un effort particulier doit être fait sur notre patrimoine bâtimentaire, c'est le patrimoine à rénover, c'est le patrimoine à construire sur le mode passif. Les collèges sont concernés, sont à la fois des lieux de vie et des emblèmes pour la jeune génération. C'est là aussi qu'il faut encore davantage jouer la carte de la transition alimentaire. Et puis, il y a la production d'énergie renouvelable qu'il faut soutenir à force d'installation partout dans le territoire. Je veux dire aussi que la bataille, elle est à mon sens culturelle. Moi, je l'avais dit à l'occasion du choix de notre gentilé, on ne réussira pas à créer un élan collectif si on ne s'appuie pas sur la culture pour élever nos richesses, qu'elles soient d'ailleurs humaines ou naturelles, au rang de celles qui font la fierté du territoire. D'ailleurs, l'appel vibrant du collectif culturel de l'Ain pour l'enfant et la jeunesse, vous l'avez peut-être vu par voie de presse le week-end dernier, je crois que c'est une main tendue, y compris à l'égard du département, qu'il faudra savoir saisir. En tout cas, je pense aussi qu'il y a une dimension de gouvernance et démocratique. Pour engager cette transition, il va falloir réinventer notre institution. Je veux dire par là que la participation citoyenne, elle est trop souvent uniquement sollicitée à l'occasion des seuls scrutins, des scrutins dont on voit qu'ils sont de moins en moins courus. Moi, je crois que les enjeux pour l'un ne manquent pas et l'on pourrait davantage solliciter les avis sur des sujets d'importance qui font parfois d'ailleurs l'objet de vœux, ici même dans cette enceinte, en tout cas des sujets que je viens d'aborder à l'instant. Il y a donc un chapitre gouvernance et démocratie. Et puis au-delà de ce plan de relance, moi je crois que c'est un plan de transformation dont nous avons vraiment besoin et qui permette aux Indinois de vivre mieux dans un territoire qui est à la fois plus vertueux et plus respectueux de chacun. Je vous remercie.